Un dimanche, dans les quartiers nord de Marseille. Ces motards appellent cela une baraude, un rodéo en pleine ville. Au mépris du danger. Faire des rodéos est un délit, passible d'1 an de prison, de 15 000 € d'amende et de la saisie des motos. Pourtant, ils ne se cachent pas et ont même accepté la présence de notre caméra dans cette chevauchée quasi quotidienne. Certains sont mineurs, parfois très jeunes. Presque aucun ne porte de casque. Sur ce motocross de 250 cm3, non homologué pour la route, un gamin de 16 ans, nous l'appellerons Kevin, une petite vedette marseillaise du cross bitume. Vous n'avez pas l'impression de prendre trop de risques? Non, il n'y a aucun risque là. Pour moi. Au bout d'une demi-heure, retour à la Castellane, l'une des cités les plus connues et les plus sensibles de la ville. C'est ici qu'habitent Kevin et ses amis. Voilà, tu laisses la Pour eux, tout cela n'est qu'un jeu. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous auriez pu blesser quelqu'un, renverser quelqu'un? Ouais, plus nous quand on se fait mal, en vrai. C'est rare qu'on on met personne en danger, en vrai. Parce qu'on fait quand même attention, les feux rouges, on les grille pas en cabrant, tout ça. On a quand même un minimum de conscience, quand même. Vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez renverser un enfant, une maman ou un Ça vieillard? peut arriver, mais on fait quand même tout pour pas que ça arrive, quand même. Et vous imaginez, vous, votre vie sans moto? Moi, là, ça y est, je m'imagine plus en moto. Ouais, c'est pas possible, en vrai. Là, j'imagine pas sans moto, ouais. C'est mieux qu'une femme pour moi, une moto. Là, c'est vrai, en plus. Pour l'instant, la seule femme de sa vie l'attend pour le repas. Sylvaine, 51 ans, sa maman. Elle élève seule ses 3 enfants Nickel, ma daube. Nickel. et aime aveuglément son plus jeune fils. S'il te plaît, dans la pile. Le petit dernier, petit gâté. Petit gâté qui a tout, qui fait de la moto depuis l'âge de 2 ans, vélo, moto depuis l'âge de 3 ans, puis oui. Donc, il se débrouille, bon, vous avez vu ça, hein. C'est un phénomène, hein, on va pas mentir, comme on dit chez nous, machallah. Mais c'est un phénomène. Il est bon, il est très bon. Un phénomène dans son quartier, devenu en 1 an une célébrité sur les réseaux sociaux. Kevin, c'est 14 000 abonnés sur Instagram et 1 million de vues par mois sur Snapchat. Certaines de ses vidéos, diffusées sur YouTube, dans lesquelles il circule sans casque, culminent à 660 000 vues. Mais à la maison, cet élève en CAP chauffeur routier redevient un ado bien sage, entouré de sa mère et de sa grande sœur Célia. Voilà, de temps en temps, il est puni. C'est quoi les punitions? C'est quoi le pire pour lui? C'est le téléphone. Oh là là. C'est le cross. Non, non, le téléphone Instagram, il ne faut pas lui lever son Instagram. Ouais, c'est ça. C'est pas le droit. On est bon, combien vous êtes? C'est pas que tu as 16 ans, il croit qu'il a 40 ans, le petit. Chaque dimanche, Sylvaine réunit ses enfants et quelques voisins à sa table. Mehdi, le grand frère de 23 ans, partage la passion de Kevin. Pour eux, le rodéo se pratique sans casque. Non, tu es là, tu fais des wheelings, tu capes, tu t'amuses, tu tombes, tu te fais mal, là, ben, tu te relèves et... On va dire jusqu'au jour où tu te relèves pas. Je crie par la fenêtre, s'il te plaît, arrête-le. Allô, j'appelle allô, Mehdi. Fais-lui mettre le casque, tu lui ranges la moto. Moi, en tant que maman, sachez que je tremble. Hein. Je suis pas tranquille quand c'est sur la moto. Hein. J'aime pas rouler avec le casque. Je sais pas, on dirait que tu fais pas du cross, pas... Je sais pas, c'est bizarre, ouais, voilà. En fait, le but genre, du cross bitume, c'est la recherche de la sensation. Et quand tu n'as pas de casque, genre, tu te dis, si je tombe, je peux vraiment me faire... C'est une adrénaline en plus, en fait.
Si une personne qui traverse et que lui passe, comment ça se passe? S'il lui fait mal, c'est considéré comme un accident. Ben, bien sûr qu'il a un tort. Doublement un tort, il n'a pas de casque, il envoie la personne en l'air. On est conscient de tout ça. Mais... Et sur une moto non homologuée? Et sur une moto non homologuée, je l'entends bien, mais on ne sait pas gérer ça. C'est un truc qu'il aime depuis tout petit et on n'arrive pas à lui enlever. Et on n'a pas envie de lui enlever. Ouais, voilà, il va faire non devant nos yeux et après... Malgré les craintes de sa mère et de sa sœur, Kevin entend bien tirer profit au maximum de sa notoriété. Ce jour-là, il a rendez-vous à Vitrolles pour participer au shooting photo d'une nouvelle marque de vêtements. C'est l'attitude, c'est de l'attitude. Il prend la pose à côté d'un jeune rappeur. Voilà, c'est ça qu'on veut. De l'attitude, ça tue, ça tue. À la baguette, Chapso, un styliste marseillais qui vient de lancer sa collection. Il a de la visibilité. Énorme visibilité. Lui, c'est mon boug. C'est mon boug, là. Un boug, c'est un pote dans le jargon des réseaux sociaux. Pour Kevin, pas d'argent à la clé, mais une garde-robe gratuite qu'il portera dans ses prochaines vidéos. Même loin de la Castellane, Tu veux faire une photo? il est reconnu par les gamins du quartier. On sent, moi, là. Force, je sens. Toi, quand tu vas grandir, tu vas faire du cross, quoi. C'est déjà une passion. Ah, voilà, je vous ai dit, la nouvelle génération, c'est que du cross. Ne parlez pas de foot, parlez de cross, direct. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 13 ans. Des deux câbles avec le SX KTM, avec le 85. Tu fais déjà de la moto à 13 ans? Ouais, c'est mon père, il m'a appris ça depuis que je suis petit. Kevin ne partira pas sans faire une démonstration. Elle est volée? Non, elle arrête. Ah, ouais, je m'arrête pas. Cette moto de 200 kg n'est pas du tout adaptée aux acrobaties. On aime vraiment tout, hein. TDM, GS, ramenez-moi ce que vous voulez. À 16 ans, je tords tout. Vous savez rouler sur toutes les motos, c'est ça? Toutes les motos. Réellement, ce que tu veux, je lève. Ouh! Ça, par contre, ça a tiré les avant-bras. Vu comment il a gonflé vite. Passion pour les uns, 2 boules. fléau pour les autres. Au Verduron, une colline qui surplombe plusieurs quartiers, dont la Castellane, Nathalie est aux premières loges. Ça, c'est un T-Max. Vous commencez à vous y connaître en moto? Ouais, je deviens experte. Même à 500 mètres de l'avenue, elle ne peut plus ouvrir ses fenêtres. Elle a accumulé des vidéos, autant de preuves des nuisances qu'elle subit. Ça, c'est un quad avec un pot modifié. Qui peut tourner pendant des heures. Les 4 premiers jours du confinement, ça a été super calme. Et puis après, ils ont commencé à sortir et à faire du rodéo toute la journée, sans s'arrêter. Toute la journée. Et on a appelé la police tous les jours, là aussi. Et elle est venue? Jamais. C'est pour ça que j'ai saisi la justice, puisque personne ne peut rien faire. Voilà. Le mois dernier, à la tête d'un collectif d'habitants, Nathalie a fait condamner l'État devant le tribunal administratif pour son inaction. 10 000 € d'amende, une première pour une affaire de rodéo. Depuis, la police assure une présence ponctuelle sur l'avenue. Mais après 1 heure de contrôle fixe. 18h47. Voilà, il se replie. Donc je doute fort que la soirée soit calme. Quelques minutes plus tard, les rodéos ont repris. C'est inimaginable, par exemple, qu'on laisse des personnes en jet ski sur une plage faire n'importe quoi entre les gens. Or, on laisse des motocross faire n'importe quoi sur des voies d'accès à un centre commercial, à des résidences, à des bâtiments. Voilà. Là, on n'intervient pas. Pourquoi la police ne fait rien? Parce qu'ils ont peur des accidents, ils ont peur de renverser les motos et qu'ensuite les familles se retournent contre la police. Les forces de l'ordre redoutent surtout que les quartiers s'embrasent. Comme à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, le 25 novembre 2007.
2 adolescents de 15 et 16 ans qui circulaient sans casque sur une mini-moto meurent percutés par un véhicule de police. S'ensuivent 15 jours d'émeute. Depuis, les policiers ont pour consigne de ne plus prendre en chasse les jeunes à moto et d'éviter tout accident. Ils privilégient la surveillance et une interpellation a posteriori. Mais selon Tierno et Diané, la police continue à vouloir intercepter les jeunes motards, coûte que coûte, jusqu'au drame. Voilà où c'est arrivé. Notre frère a perdu sa vie. Il a tapé sur le trottoir, sa poitrine a atterri sur le poteau. C'est l'impact, ça? C'est l'impact de la moto. Ibrahim Abba avait 22 ans. Sur ces vidéos, tournées le 6 octobre dernier, jour du drame, et fournies par la famille, on le voit faire le plein d'essence avant de partir sur sa motocross. Ah, bonne sécu. La personne peut dire j'ai pas de casque. À Villiers-le-Bel, dans cette rue, il croise un fourgon de la police en train d'effectuer des contrôles routiers. Il monte sur le trottoir et percute le lampadaire de plein fouet. Sur ces images, tournées par un passant, on voit des policiers qui tentent en vain de lui faire un massage cardiaque. Selon les 2 frères de la victime, le fourgon lui aurait barré la route pour l'empêcher de passer. Un automobiliste qui était juste derrière mon frère, un copain à mon frère qui circulait avec lui en T-Max, qui dit clairement qu'ils lui ont délibérément barré la route avec la fourgonnette. En tout cas, son véhicule n'avait pas le droit de circuler sur la voie publique, quoi. Mais donc, est-ce que c'est pour autant qu'il faut le tuer alors dans ces cas-là? Il y a combien de gens qui traversent pas au passage piéton? Est-ce qu'on les tue? Un jeune de 22 ans. Les policiers prétendent de leur côté que le fourgon était simplement en train de manœuvrer et qu'Ibrahima arrivait trop vite. Un agent lui aurait demandé de ralentir, mais il serait monté sur le trottoir en accélérant. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. À ce jour, aucune mise en examen n'a été demandée. Pour éviter toute confrontation avec la police, certains adeptes du cross-bitume ont fait le choix de se replier sur des lieux clos, hors de la circulation. Comme sur ce parking en région parisienne. Les plus prudents transportent leurs motos sur des remorques. Vous venez de loin, ça aussi, oui. C'est combien de kilomètres d'ici? 40. 40 kilomètres. Et pourquoi vous la mettez derrière votre voiture? Bah, pour ne pas rouler sur la route avec. Ce samedi, ils sont une quarantaine sur les motos et autant au bord de la piste à attendre leur tour. Tariq, un chauffeur VTC de 28 ans, vient presque chaque week-end pour s'exercer. Alors, le plaisir, c'est d'être sur un point d'équilibre, de jeter la moto en arrière et de gérer entre l'accélération et ton frein arrière. Soit à la main, soit au pied, le plaisir c'est le même. C'est un plaisir et des figures qu'on peut faire au milieu. Pour débutants, intermédiaires, on peut lâcher les mains, on peut sauter, faire des petits pas. C'est un plaisir indescriptible. Il est trop bien. Il est magnifique. Selon ces jeunes passionnés, ce parking, qui sert en semaine de piste d'entraînement pour les auto-écoles, est leur seul refuge. On a fait tous les spots d'Île-de-France, on les a tous fait. À chaque fois, on se fait virer. Il n'y a que ici, c'est la première fois que je vois. On peut rouler ici tranquille. Ça fait un an. Jamais rien. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on va à un endroit. Au début, la police, elle vient, on leur dit, ouais, on leur explique qu'on n'a pas d'endroit où aller. Tout ça, ils nous disent, on va dans des terrains de cross. Mais on peut pas faire ça dans des terrains de cross, t'as capté? Je leur dis, monsieur, vous voulez que je fasse quoi dans un terrain de cross? Un footballeur, tu lui dis pas, fais du basket. Dans ce concours d'agilité, le must, c'est de boire en cabrant ou de mettre sa moto à la verticale en prenant toujours plus de risques. Les blessures sont fréquentes, il n'y a pas d'équipe médicale. À chaque fois, c'est la débrouille. Je mets de l'eau ici, verse un peu de là. J'ai un désaffect avec tes mains. Touche pas là où. Si tu veux,
j'ai du gel pour les mains. Mais... Non, ça va te tuer ça, gros. Ça vous dissuade pas de remonter sur la moto? Non, jamais. Malgré les cicatrices, rien ne peut les arrêter. Karim, 18 ans, originaire d'un quartier populaire des Yvelines, enchaîne les acrobaties. Cette passion, dit-il, l'a éloigné de la délinquance. C'est n'importe quoi avant de faire de la moto. Quand j'ai fait de la moto, j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté. J'ai fait des trucs que je regrette. Je vais pas dire ce que j'ai fait, mais c'était des trucs vraiment pas bien. En semaine, c'est un autre bolide qu'il chevauche, un scooter électrique. C'est maximum quelle vitesse les scooters? 45. Pas plus? À la limite 50 en descente. Ça va, du moment qu'on est en deux roues, ça va. Karim est en CAP mécanique. Il livre des pizzas en parallèle de ses études pour financer sa passion. 15 heures par semaine pour 500 € de salaire. Tac, tu me dois 26 €. Et tiens. Bon appétit, bonne journée. Hein. Merci. Vous l'avez déjà levé le scooter ou pas? Celui-là, là? Ouais. Non, faut faire la part des choses, on est au travail, on n'est pas pour s'amuser. Après 4 heures de livraison... Ça y est, c'est bon? C'est bon, t'as fini? Vas-y. Vas-y, bah demain? Demain, 11h? Vas-y, 11h comme aujourd'hui. Vas-y, ça marche à demain. Vas-y, tout à l'heure. Karim rentre chez lui, à moto. Une sportive de 600 cm3, achetée d'occasion 4 000 €. Vous avez le droit de rouler avec? Non. Actuellement, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que j'ai pas le permis. Donc là, quand vous roulez, si vous avez un accident, Je me prends une amende, je vais en garde à vue, et la moto, elle va en fourrière. ça vous fait pas peur? Bah si, quand même. Hein. J'aimerais bien être en règle. Ne plus avoir de stress quand je roule. Pour obtenir sa carte grise et l'assurance, il a demandé à un ami de servir de prête-nom. Mais conduire sans permis est un délit, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. S'il cause un accident, tous les frais seront à sa charge. Pour ne plus vivre dans l'illégalité, Karim est en train de passer son permis moto. Ses parents sont séparés, dans sa chambre, chez sa mère, déco ambiance garage. Là, c'est un garde-boue typé sport un peu pour les T-Max. Là, il y a le deuxième. C'était ceux de mon 3e T-Max. Et après, ça, c'était mon 5e T-Max. En 3 ans, il a possédé 11 scooters Après, là, et motos. pièces, hein, Il les achète endommagés, J'ai gardé des pièces. les retape, Il y a d'autres garde-boue. puis les revend avec un bénéfice. J'ai encore des carénages encore en plus. Même là. Hein. Là, il y a beaucoup de pièces. Il y en a partout. Il y en a un peu partout. Et encore, j'ai rangé parce que sinon, ma mère va me tuer. Et à un moment, je mettais mes motos dans ma chambre. Même mon scooter, mon premier scooter. Celui-là, là, mon premier scooter. Je le mettais dans ma chambre. Mais pourquoi? Ben, parce qu'au moins, c'est devant mes yeux. Je sais pas, je me sens mieux après. Parce que là, je fais que de faire des allers-retours pour voir si ma moto elle est toujours là, si on me l'a pas volée, si on me l'a pas vandalisée. Et des fois, je me réveille dans la nuit, je vais voir, jette un coup d'œil, je reviens, je me rendors. Après, je suis crevé la journée un peu. L'argent gagné en vendant ses motos et en livrant des pizzas lui a permis de réaliser son rêve. Ah, donc rien, bienvenue. C'est comme ça qu'à se passe. En janvier dernier, il a passé une semaine aux États-Unis lors d'un grand rassemblement. Le timide gamin de cité, qui n'avait alors que 17 ans, est devenu Big 17 au pays qui a vu naître les rodéos urbains. Et là, il y a un gars de Miami qui me demande de faire des roues et il voulait me filmer. Et là, de l'autre côté, tu vois tous les autres Américains qui étaient là pour la baraude. Et en vrai, cette vidéo-là, je la kiffe de ouf. Pendant peut-être 15 minutes, hein, je m'arrêtais pas. Je chantais plus mes bras, je savais plus où j'étais, mais je continuais. Ah, j'étais au top de ma forme, j'étais loin dans ma tête, là. J'étais dans l'espace.
Depuis que nous l'avons rencontré, Karim a obtenu le permis de conduire. S'ils aiment partager leur passion, ces jeunes refusent souvent de regarder en face le risque qu'ils font prendre aux autres. Le 13 septembre dernier, dans cette rue piétonne, un scooter de grosse cylindrée passe, repasse et fauche un enfant de 7 ans. 48 heures après l'accident, Ibrahim vient de rentrer de l'hôpital. C'est où que t'as mal? Non. Oui. Non. Là, ça fait... C'est où que ça fait le plus mal? Non. Et les dents, t'as mal aux dents? Oui. Parce que j'ai cassé ses dents. Tapé là, la mâchoire. Il souffre d'un traumatisme crânien. Fatima et Mohamed, ses parents, et Zineb, sa grande sœur, ont assisté à la scène. Il s'est fait percuter en pleine tête. Le carénage du scooter, il l'a tapé. Et je vois mon fils s'envoler. Et je vois ses claquettes partir encore un peu plus loin. Je vois le gars, il continue et il s'arrête un peu plus loin. Alors je décide à ce moment-là de courir et je l'appelle. « Viens là, arrête-toi, viens là !» Et le mec, je sais pas s'il a levé la tête ou il avait une visière, je sais pas. Je vois qu'il me regarde et il repart de plus belle. Tout le temps KO. Ibrahim reste au sol, inanimé, les yeux révulsés. Sa mère panique. Je dis, il est mort, mon fils, il est mort, il est mort. Il est mort, et après moi aussi, j'étais pas bien. On n'entendait plus aucun bruit de lui. Depuis l'accident, tu y penses souvent? En fait, il n'y a que la scène où il a volé que je fais que de penser dans cette scène. Mohamed ranime son fils en lui faisant du bouche à bouche avant l'arrivée des secours. Depuis l'accident, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le chauffard. Quelqu'un qui prend la fuite comme ça, qui fait un délit de fuite, qu'on ne sait pas d'où il vient. C'est sûrement quelqu'un du quartier ou d'un autre quartier. Et ce passage-là, il n'y a que les résidents ou les habitants de Vitry qui le connaissent, qui l'empruntent. Ceux qui vont au parc, ceux qui vont à la piscine, ceux qui vont au gymnase, ou ceux qui ont grandi ici, tout simplement. Alors c'est pour ça que j'ai demandé de faire un appel à témoins et apparemment, il a l'air de fonctionner. Il y a eu 5637 partages. À la demande de Mohamed, les parents du quartier sont venus manifester. Merci à vous tous. Ce qui est arrivé à mon fils, ça peut arriver à n'importe quel parent qui est ici. Tout le monde est concerné. Exactement. Ils sont une petite centaine à marcher de l'école d'Ibrahim jusqu'à cette rue piétonne qu'empruntent chaque jour leurs enfants. Tous sont à bout face au rodéo urbain qui leur empoisonne la vie. Eh ben, on a peur de se faire percuter, on a peur qu'ils tapent nos enfants. Ma mère, ici, elle a failli se faire renverser par une moto et dans le parc en bas de chez elle, alors qu'il n'y a pas lieu d'être d'avoir des motos. Ils sont passés à côté de mon fils de 4 ans. À un moment donné, stop, quoi. Stop. Les habitants exigent aujourd'hui que la rue soit barrée afin qu'aucune moto ne puisse l'emprunter. Bien conscients que les rodéos ne sont pas près de s'arrêter. Habitants du Mail, du bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, sortez chez vous avec les enfants pour nettoyer les quartiers. C'est un appel aux bonnes volontés pour une opération qui a lieu 2 fois par an. Regardez les petits, regardez, mettez ici dans les quartiers. Ces habitants tentent de refaire une beauté à leur quartier. Les déchets envahissent les allées. Les seringues des toxicomanes aussi. On ramasse que de la merde. Parce qu'ils ont accepté la présence de notre caméra, tous craignent des représailles et ont demandé à être floutés. Derrière ces poubelles, des dealers font régner leur loi ici depuis 4 ans. Étonnamment, eux aussi participent à l'opération en balayant devant leur point de vente. La résidence du Mail, dans les quartiers nord de Marseille. Ces 8 bâtiments blancs ne sont pas des logements sociaux. Il s'agit d'une immense copropriété privée de 406 logements, que des années de gestion laborieuse et d'impayés ont conduit au chaos.
Et depuis quelques années, des scènes de violence. Entre dealers au rez-de-chaussée et squatteurs dans les étages. Voilà. Pour accéder au logement et passer les points de deal comme celui-ci, il faut obtenir l'autorisation des trafiquants. Non, il est avec moi. Malika est notre sésame pour le bâtiment A, le plus dégradé de la copropriété. Au rez-de-chaussée, pas d'ascenseur. 11 étages avant de monter. 11 étages avec les béquilles, mais c'est pas normal. Les deux sont en panne, l'un depuis même 3 ans. Est-ce que ça vous dérange d'être filmé? De dire ce que vous pensez? Malika est la seule à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Elle a vécu 20 ans au Mail, mais n'y habite plus. Elle ne craint pas les représailles. C'est quoi ça? Non, mais c'est rien, mais je voulais essayer. Les trafiquants ont pris possession des 2 premiers étages. Ils affichent leurs tarifs sur les murs et les appartements abandonnés leur servent de QG. Aqila, qu'est-ce que tu fais? Tu es une malade. Non, tu es folle, ne fais pas ça. Yalla, regardez. Il n'y a rien qui est branché. C'est pas possible. Au bas des compteurs à gaz, C'est dégueulasse. des cadavres de rats au milieu des bouteilles. C'est terrible, hein? C'est à cet étage que vit une amie de Malika. Salut! Fatima est locataire. Elle habite ce 4 pièces depuis 8 ans, seule avec ses 8 enfants. Vous avez pas vu dans le couloir le gros trou qu'il y a? Ça, c'est le rat. Lequel? Ça, c'est les rats. C'est le trou? Il y a des... Regardez. Et ils arrivent quand, les rats? Le soir et le matin. Le soir et le matin? Vers minuit. À minuit? C'est là. Ils passent ici, ils sont là. Si les rats, ils sortent. Ils sortent là le soir, ils tombent ça, après ils passent, ils rentrent à la cuisine. C'est Malika. La voisine, elle, vit au milieu des cafards. Vous avez l'air fatigué. Voilà. Après, Je peux rentrer, ouais. le truc cassé à la garde là. Là, il casse, j'ai mis un papier, la garde. Ça fait longtemps il est là, garde le cafard. Font rien. Dans la cage d'escalier, nous croisons Émilie. Bonjour. Vous montez à pied? Vous habitez quel étage? Je suis infirmière. Ah, pardon. Et tous les jours, vous montez à pied et vous descendez? Oui. 2 fois par jour, cette infirmière à domicile monte voir son patient au 9e étage. On travaille essentiellement dans les quartiers nord, donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'habitations qui sont délabrées, mais bon, voilà. À ce point-là? Celle-là particulièrement. Il est 10h30 du matin et son malade a besoin d'elle pour sortir de son lit. Bonjour, bien dormi? Anesti, 92 ans, a contracté la polio quand il était petit. Depuis quelques années, il est paralysé des jambes. Ça va? Ouais. Attention les pieds. Cet ouvrier à la retraite vit seul dans son 3 pièces. Réfléchissez qu'il feu. C'est énorme ce que je suis en train de dire là. Vous faites comment? Je suis grillé comme un lapin ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Sans ascenseur dans sa tour, Et voilà. cloué à un fauteuil roulant, Anesti n'est pas sorti de chez lui depuis 3 ans. À ce soir, Mimi. Passez une bonne journée. Vous aussi. Émilie, l'infirmière, son aide à domicile et ses enfants sont ses seuls liens avec l'extérieur. Voilà tout ce que je peux faire. Oui, voilà. Je vois le toit de l'école là-bas, mais je ne peux pas voir le bas, par exemple. Je ne peux pas voir la route là ou la petite école maternelle. Voilà, par exemple. Le bas de chez vous, quoi. Voilà, le bas de chez moi, je ne peux plus le voir, oui. Oui. Anesti ne peut pas voir non plus le point de vente de drogue juste en bas. Il n'existait pas quand il a acheté son logement en 1986. À l'époque, la plupart des habitants de la résidence sont des propriétaires. À la fin des années 90, beaucoup mettent leur logement en location pour partir à la retraite.
Un tiers des nouveaux habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les impayés de loyers et de charges se multiplient et des logements restent vides. Une tragédie va accélérer la chute de la copropriété. Le 17 juillet dernier, un immeuble prend feu à une centaine de mètres du Mail. Il est 5 h du matin. L'incendie aurait été allumé par des dealers pour faire fuir une centaine de squatteurs nigérians. Bilan, 3 morts. Dans les semaines qui suivent, les rescapés vont se réfugier juste à côté, au Mail. Dans le bâtiment A, 18 logements sur 46 sont aujourd'hui squattés. Alors, vous parlez français? Dans ce 4 pièces, 2 couples avec enfants et 3 hommes. Ils sont sans papier. Trinité a quitté le Nigeria il y a 3 ans. Après un long passage en Italie, elle débarque à Marseille l'an dernier. Elle raconte qu'un homme, un Nigérian, dit-elle, leur propose alors ce logement. C'est ici que je vis avec mon bébé. On paye environ 150 €, mais parfois le gars vient et il demande 200. Et ça cause des problèmes, beaucoup de problèmes. Et si tu ne payes pas, il se bagarre avec les gens ici, donc c'est pas bien. C'est une situation courante dans les squats marseillais. Des marchands de sommeil prennent possession de logements dont ils ne sont pas propriétaires et les louent illégalement. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre endroit où vivre. À qui appartient cet appartement? Personne dans l'immeuble ne le sait vraiment. Le syndic de la copropriété n'a pas souhaité nous donner cette information. Dans le bâtiment A, ils ne sont plus que 4 propriétaires à habiter leur logement. Le dernier à avoir acheté est au 12e étage. Mohamed, 35 ans, s'est installé en 2019. À l'époque, l'immeuble n'était pas aussi dégradé. Les ascenseurs fonctionnaient et les parties communes étaient nettoyées. Il croit faire une bonne affaire et il paye 40 000 € pour ce 3 pièces, avec vue sur la baie de Marseille. L'accession à la propriété était un rêve pour cet Algérien arrivé en France il y a 10 ans. Pas payer, aller chercher faire des vacances et claquer l'argent. 100 €, je sais pas comment, pour une basket ou pour une veste. Je pense que c'est le plus important, c'est avoir une maison. Quand on a ça, ça veut dire qu'on est à l'abri. Le rêve se transforme en cauchemar. Il n'a qu'un souhait, partir du Mail, mais son appartement a perdu la moitié de sa valeur. Il est estimé à 20 000 €. J'ai pensé à vendre. Mais je ne veux pas vendre dans cet état. Et déjà, où on va partir si on va vendre? Je suis propriétaire, pour que je retourne locataire. C'est pas faisable. Je l'accepte pas. Coincé entre un appartement qui ne vaut plus grand-chose et un quartier qui se dégrade, Mohamed continue à payer ses charges. 585 € par trimestre. S'il ne le fait pas, ses impayés lui seront prélevés quand il vendra. Une ligne le révolte tout particulièrement. Il me demande de payer les charges d'ascenseur. 64 €. Ils sont où les ascenseurs? On a un papier pour payer les charges de syndic, mais on n'a pas de syndic, on n'a pas de service. 0 service. Et les factures, ils sont toujours là. C'est logique qu'il y a beaucoup de propriétaires, ils ont abandonné leurs biens. Ils n'arrivent pas à louer, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent même pas à habiter. Mohamed veut nous présenter ses voisins du dessus, un couple de locataires qui vit au 14e étage. Regarde, à cause des ascenseurs, les gens ne peuvent pas jeter leurs poubelles. À cause des ascenseurs qui ne marchent pas. C'est vos 2 appartements, bonjour madame. La femme attend un enfant. 14 étages enceinte de 5 mois. Là, j'étais à l'hôpital. Il m'a dit que peut-être je peux avoir une fausse couche à cause de truc.
J'ai mon petit qui a 6 ans, il va à l'école, je le ramène, je descends, là, j'en peux plus, là, c'est trop, là. C'est vous qui l'amenez à l'école? Ouais, c'est trop, parce que lui travaille, c'est moi que j'en occupe de mon fils, enseigne, j'arrive plus, là. Pourquoi payer pour des ascenseurs en panne? Pourquoi ne pas les réparer en urgence? Là encore, le syndic a refusé de nous répondre. Il a rejeté toutes nos demandes d'interview. Le budget de fonctionnement de la résidence s'élève à 950 000 € par an. Mais à cause des impayés de charges, la copropriété a accumulé 800 000 € de dettes. Monsieur, pour l'extincteur? Ouais, c'est bon. Allez, je vous ouvre maintenant. Les gardiens, eux, touchent encore leur salaire. Il y en a un par immeuble. Celui-ci est payé 1 700 € net par mois et il semble dépassé par la situation. Regardez les planches, ils jettent par la fenêtre. Voilà. Je peux pas tout gérer, hein. J'ai 15 étages à nettoyer, j'ai à l'extérieur, parking, derrière ici. J'arrive pas, j'arrive plus à gérer. Venez voir. Ils jettent des télévisions, des canapés, des frigos, tout. La veille, comme chaque jour, il a pourtant nettoyé cette zone. Voilà. Si ça tombe sur moi, qu'est-ce qu'elle va me tuer? C'est quoi ça? Une bouteille de pipi. Pourquoi il jette? Pourquoi il jette pour des... Je comprends pas, monsieur. Voilà, je suis vraiment fatigué. Fatigué moralement et physiquement, je suis vraiment fatigué. L'homme est à l'image de la résidence, à bout de souffle, et qui cherche un remède à sa dérive. Une dérive qui est sur le point d'emporter une autre résidence privée à 2 km de là. Le parc Corot, 376 logements sur 5 hectares qui n'ont de parc que le nom. Cette barre, le bâtiment A, est murée depuis 2019. Elle était entièrement squattée. Après leur expulsion, les occupants illégaux se sont rabattus sur la tour de 16 étages juste derrière le bâtiment C. Aujourd'hui, plus de la moitié de ce bâtiment est squatté. Et les propriétaires ont abdiqué, découragés par une dette colossale de leur copropriété, près de 2 millions €. Tous les mois, là, on voit de la merde partout, mais avant, c'était pas comme ça. C'est depuis que c'est sous la... Johan possède 4 appartements dans la tour. L'un de ses biens a été squatté. Il vient d'être évacué par la police après 2 ans de procédure pour le récupérer. Ce professeur de sport passe tous les 2 jours pour vérifier que les squatteurs ne sont pas revenus. Et c'est un radio-réveil qui tourne en gros 36 heures, qui s'éteint, que je viens réalimenter en permanence pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Donc là, il y a effectivement de la lumière. Même si l'appartement est au 13e étage, Johan prend un maximum de précautions. Les séquelles du dernier passage, j'ai vissé les fenêtres pour éviter que ça puisse... que les gens puissent rentrer. Et la vitre cassée, là, c'est... ça, c'est les résultats du squat. Oui. Il avait investi 40 000 €, travaux compris. Ça, c'est l'appartement que j'avais rénové avec mon père. Mais regardez l'état de la chaudière, elle a brûlé. Il y avait une télé qui était ici. Bon, elle a été arrachée, les radiateurs ont été arrachés aussi. Tout est dépouillé, en fait. En plus des dégradations, son investissement locatif s'est révélé ruineux. Donc là, moi, j'avais des squatteurs, je payais les charges 250 € par mois, les impôts fonciers 50 € par mois, le crédit, pour moi 300 € par mois, l'eau de consommer dans l'appartement. Donc c'est pas possible, ça revient en gros à 700-800 €. On peut pas tenir, c'est pas possible. Quant à l'électricité, elle était prise grâce à un branchement illégal. Mais regardez, tout a... Les lignes qui ont été démontées. Donc là, ça c'est le branchement classique avec un fusible. Et là, il y a un pont qui est fait directement, qui est branché ici.
Donc c'est un branchement pirate. Ça part où ce branchement? Ça va. L'autre appartement, ça appartient à la copo. C'est l'appartement en face qui est squatté par des Nigérians. Ah. 2 hommes sortent de l'ascenseur. Des squatteurs, selon Johan. Immédiatement, ils veulent saisir la caméra pour effacer nos images. Mon frère. L'interview continue dehors. Plutôt que dire on vous donne, vous voyez, il faut qu'on s'en aille, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. On commence à prendre des... C'est pour ça que tout à l'heure on est rentré, on regarde tout le temps avant de rentrer parce qu'on peut prendre... Ça c'est un avertissement. La dernière fois c'était un frigo. Là c'était une bouteille de verre. La dernière fois ils ont jeté un frigo du 13e. Donc moi je vais arrêter là parce qu'on va avoir des soucis. Vous voyez, des gens qui se mettent à la fenêtre, ça va... Bon, allez. Johan a un autre problème. Il ne perçoit plus les loyers de ses 3 autres appartements. Il y a 3 mois, l'immeuble a été placé en arrêté de péril imminent. Les locataires n'ont plus l'obligation de payer leur loyer. C'est la loi. Un organisme public, la Caisse des dépôts, est en train de racheter à bas prix tous les appartements pour ensuite détruire la tour et construire à la place des logements sociaux. En attendant, les habitants continuent à vivre dans ce chaos. Ils sont gros comme des chats. Patrick habite au 4e étage. À sa sortie de prison, il y a 5 ans, il n'a trouvé que ce 3 pièces. Oui, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Si les mouches, on est obligé de faire comme à la campagne, de mettre des tu-mouches. Et pourquoi vous avez atterri ici, vous ne pouvez pas louer ailleurs? C'était un peu compliqué. C'était ça ou dehors, donc... voilà. L'appartement est devenu une nouvelle prison pour Patrick et sa compagne. Car leur plus grande crainte, c'est de se faire voler leur location. On ne peut pas partir en week-end longtemps, on part jamais plus d'une après-midi, quoi. Et quand on part plus, il y en a toujours un des deux qui reste à la maison, quoi. Et pourquoi? Parce qu'avec tous les squatteurs, des fois ils viennent toquer à la porte à 10h du soir, voir s'il y a quelqu'un dans l'appartement ou pas. On est tranquillement, on regarde la télé, d'un seul coup on entend comme ça. Et là on ouvre, et quand on ouvre, ils disent « Oh, sorry, je me suis trompé d'étage, désolé monsieur, désolé madame ». Et hop, on referme la porte et ils s'en vont. Voilà. Christine et Patrick devront être relogés une fois que leur propriétaire aura vendu l'appartement à la Caisse des dépôts. Dans la métropole Aix-Marseille, 10% des logements privés sont qualifiés d'habitat indigne, soit 110 000 appartements. Il m'a dit qu'il y a eu au moins 15 coups de feu. 15 coups de feu? Sur son véhicule, il y a 3 impacts. Moi, j'ai eu 3 impacts. Une qui est rentrée là et on l'a. Et c'est là, on la voit, elle sort dans le pas. Elle longe comme ça, il y a bien ce loger là. Mais il n'est pas ressorti. Non, regardez quand vous rentrez, regardez pas à l'intérieur. Ah là là, putain. Mais vous vous rendez compte que vous l'avez échappé belle tous? J'ai mal à la tête, je sais pas. Je sens des trucs bizarres, je vous dis la vérité. Normal, c'est normal. Vous avez de la chance, hein. C'est le contre-coup. Alors qu'il traversait une cité en voiture, cet homme s'est retrouvé au cœur d'une fusillade. J'ai peur et tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants et tout. Et voilà, j'ai rien fait du mal, moi, pour qu'il m'arrive des trucs comme ça. J'ai envie juste de ne pas rester maintenant ici à Marseille, c'est tout. Je vous dis la vérité. Là, je vais déménager, je ne vais pas rester ici. À 5 dans une voiture, qui n'est pas une balle qui en touche un, c'est la roulette russe, là. Il dit que ça a tiré 15 fois. Donc 15 fois avec une arme de poing, c'est tout un chargeur, quoi. Mais et pour vous, ça a fait ta-ta-ta-ta-ta ou tac-tac? Tac-tac-tac-tac. Tac-tac-tac. Un taux d'homicide 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Marseille est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus dangereuses de France. La nuit, la commissaire générale Béatrice Fontaine, 55 ans, 37 ans de service, commande 400 policiers sur le terrain.
On va faire une opération avec la CSI sur la cité La Bricarde. Merde, on en a loupé. Règlement de compte, trafic de stupéfiants Là, on a les guetteurs, attention. et violence conjugale. Tu m'as donné quelques beaux visages, mais c'est tout. C'est normal, je vais le mériter peut-être. Oh, ben quand même, personne mérite des coups au visage, enfin quand même, aucune femme qui doit accepter ça. Accompagnés de sa garde rapprochée, les 9 policiers du SND, le service de nuit départemental, la commissaire Fontaine intervient sur toutes les affaires délicates. Là, Ça veut dire que si un poulet a un couteau, il me plante et moi je me défends pas. Il me regarde, il me parle. On voit pas, je suis obligé de fermer la pute. pour un policier qui aime l'action, Marseille, c'est un formidable terrain de jeu. À travers elle, c'est un panorama de la délinquance marseillaise qui s'offre à nous. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Sur l'affaire de la voiture criblée de balles, la commissaire emmène la victime sur les lieux. Elle veut savoir exactement d'où ont été tirés les coups de feu. Donc on est bon jusque-là, monsieur? Oui. Là, vous connaissez? Là, oui, je me souviens, je pense que j'ai pris la droite, là. Oui. C'est ça. Direction la Savine, une cité sensible des quartiers nord de Marseille. Un important point de vente de cannabis et cocaïne. Après, normalement, on va arriver à un virage sur la gauche. On se rapproche du plan stup, hein, là, hein, carrément. L'homme est venu dans ce quartier peu avant 18h pour récupérer son beau-frère et 3 de ses copains qui sortaient d'une fête d'anniversaire. La commissaire pense qu'ils ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre dealers. Ici, ils ont commencé à tirer. Là où il y a la porte, là. En fait, il y a des gradins derrière ce muret. Il y avait un, il a sorti sa tête. Arrête. Et après, j'ai entendu, sur arrête, il a tiré. J'ai entendu le tir, j'ai accéléré. Merci monsieur, on vous amène au commissariat du 15e, je vous laisse avec des collègues. Ça va. La guerre de territoire qui sévit actuellement à Marseille a fait 21 morts ces 6 derniers mois. Donc au niveau des douilles, on est là-bas. Parce que là, ça correspond vraiment au tir sur la voiture. On a trouvé 2 étuis de Kalash. Ah, Du 762. des étuis... Attends. Cartouche percutée. Ah, des Du cartouches 762. percutées, Il y en a 2, on est en train de chercher s'il y a pas autre chose. Du 7,62, un calibre de fusil d'assaut. En plus des douilles, des bouteilles de soda, un sachet de cannabis sont envoyés à la police scientifique pour analyse. Ah merde. C'est pas grand-chose. Ah mais quand même, attends. Mais surtout, ils retrouvent des traces de sang. Et on a bien regardé dans le City Stade, il n'y a pas le reste des traces de sang. Encore, j'ai fait tout le tour. Sur le terrain, la commissaire fait le lien avec le procureur de la République. Allô? Oui, c'est encore le commissaire Fontaine à l'appareil du SND. Oui, je suis désolée. Rebondissement dans l'affaire de la Savine. On a 3 traces de sang, 3 taches, on va dire de 4 cm de diamètre. C'est récent, hein, c'est frais, c'est du sang rouge. Est-ce le sang d'une victime ou celui des auteurs des coups de feu qui auraient pu se blesser en tirant? Est-ce qu'on peut rappeler quand même les urgences de Nord pour leur demander s'ils n'ont toujours pas de blessés qui peut être compatible avec même une éraflure par arme à feu, quoi. Parce qu'on a quand même un blessé, hein. La semaine précédente, un homme de 24 ans blessé par balle dans cette même cité est décédé à l'hôpital. Donc bon, on sait qu'il y a des rivalités entre plusieurs groupes. Ça s'inscrit peut-être là-dedans, comme dans beaucoup de cités marseillaises. Confié à la police judiciaire, l'enquête pour retrouver les auteurs des coups de feu est toujours en cours. En quelques mois, cette flambée de violence a changé le visage du trafic de drogue à Marseille. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Chaque nuit, On va descendre, je vais... Béatrice Fontaine et ses hommes mènent des opérations sur différents points de deal dans l'espoir de désorganiser le trafic. Les policiers de la BAC viennent d'arrêter 2 guetteurs. Monsieur, on vous C'est quoi parle. cet argent? C'est à moi. Je sais, je me Il doute. sort d'où?
Là, et là, regardez, vous avez même les récipients dans lesquels ils vendent les morceaux de shit. Là. Les guetteurs ont bien fait leur travail. Les trafiquants ont eu le temps de prendre la fuite en emportant la drogue. Là, même là derrière, vous en avez plein là derrière. Donc là, il y a leur barricade pour nous retarder en fait. Ah oui, ça c'est pas vous qui les avez mis. Ah non, non, on les enlève régulièrement. Hein. Donc la frappe à Yoda. Donc vous voyez 24-24. Donc là, ils annoncent leurs produits. Je pense que c'est des produits à 10, à 50 grammes, 100 grammes. Ils détaillent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils sont capables de vendre. Alors mâche, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et la coque, ils disent la vendre par 5 grammes ou par 10 grammes. Par manque de main-d'œuvre marseillaise, pour faire les guetteurs, les trafiquants embauchent de plus en plus des mineurs en fugue ou des sans-papiers, payés 70 € la journée. Regardez là-bas. Nom de famille, c'est quoi? Celui-ci dit ne pas avoir de papier d'identité sur lui. S ou CH? Désolé. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je ne suis pas physionomie, je ne reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. C'est lui, il donne une fausse identité. Comme il a déjà été arrêté, Oh non, il ne faut pas mentir, il faut bien la vraie identité. Hein. les policiers ont une fiche à son nom. Enfin, à ses noms. Alors, un jour tu t'appelais Bouzid, un jour tu t'appelais Djeloul. T'as la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux. J'ai aucun problème de toute façon. Bah moi non plus, j'ai pas de problème. Mais tu es déjà connu des services de police. Monsieur. Parce que je te déjà demande. connu des services de police. Avant, il fallait prendre les empreintes, etc. Là, maintenant, la reconnaissance sociale, c'est top. L'homme, en situation irrégulière, est emmené en garde à vue, tout comme le deuxième guetteur qui, lui, a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Mais je vais mettre les deux chez moi, dans la voiture. Là. Vous voyez qu'ils instrumentalisent, ils utilisent la misère humaine. Hein. Honnêtement, les gens, ou des clandestins, ou des jeunes qui sont en fugue ou en rupture familiale, c'est vraiment se servir des gens et les laisser en pleine nuit comme ça, en plein froid, au risque de se faire arrêter. S'il y a quelqu'un qui vient qui rafale, ils ils sont en première ligne. C'est vraiment un manque de respect même pour ceux qu'ils emploient à faire ce genre de boulot. Hein. Souvent, les guetteurs n'ont pas de drogue sur eux et peu d'argent. Devant la justice, ils ne risquent en théorie presque rien. Mais à Marseille, depuis quelques mois, Madame la commissaire et le procureur de la République tentent de les poursuivre pour association de malfaiteurs. Il y a combien? Je sais pas. Vous savez pas? Si on arrive à caractériser qui jouent un rôle dans le trafic, qui tiennent une barricade, qui préviennent les individus de l'arrivée des forces de l'ordre, qu'ils essaient de nous empêcher en lançant des poubelles, etc. Ça fait partie de l'association de malfaiteurs. Après, à nous de le caractériser, hein, mais être un guetteur, c'est pas anodin, on fait partie du trafic, on est membre actif du trafic. Béatrice Fontaine a commencé dans la police à l'âge de 17 ans. D'abord en tant que dactylo en région parisienne, puis gardienne de la paix, inspectrice et enfin commissaire. Regarde-moi pas, regarde-moi pas, je vais te niquer tes morts. Madame, il me regarde, il me parle. Regarde-moi pas, je vais t'envoyer ta mère la pute. Vous vous calmez, on ne veut plus vous entendre. Et ta mère la pute, c'est quelque chose, c'est des termes que je ne veux pas entendre parler dans un commissariat. C'est grossier, ça ne vous va pas du tout, c'est pas du tout élégant. Ce poste de commissaire de nuit, qu'elle occupe depuis janvier 2021, l'a fait renouer avec cette vie en décalé qu'elle a bien connue au début de sa carrière. Je m'accapare le micro-ondes. Il est minuit 40, au cœur de 11 heures de vacation, petite pause repas. Un pas rapide, mais qui permet quand même de se réchauffer un petit peu, parce que là il fait froid, et qui permet de recharger les batteries. Cette célibataire, divorcée, mère d'un garçon de 27 ans, aime cette vie de noctambule, empreinte d'adrénaline. On ne voit pas le temps passer. Souvent, je regarde l'heure et je dis oh, il est déjà 4-5 heures, ouais, c'est passé à une vitesse, c'est vrai. Hein. Toutes les interventions sont souvent sous tension, délicates, parfois beaucoup sous fond d'alcool, sous fond de crise. Et c'est vrai que c'est assez intense. Et tout le monde ressent cette même atmosphère. Donc c'est vrai que ça crée un lien particulier entre tous les fonctionnaires qui se reconnaissent. En gros, on est des nuiteux. Et les nuiteux entre eux sont nécessairement une bande à part, une équipe à part, et qui connaissent les mêmes difficultés et les mêmes organisations de vie en fait.
Salaire d'un commissaire général, entre 5 200 et 5 500 euros bruts mensuels, auxquels s'ajoute la prime de nuit, 80 euros par mois. Mais si on supprimait tout l'alcool, toute la drogue, on aurait une ville hyper calme. Hein. On est parti. À Marseille, les fins de nuit sont souvent pleines de surprises. Parti pour un petit contrôle. Les policiers viennent de croiser une voiture. En un coup d'œil, ils ont repéré la conductrice. Elle leur a paru très jeune. Je fais rien de mal, vous pouvez fouiller la voiture. Eh ben si, mademoiselle, vous conduisez alors que vous avez 17 ans. La conductrice est effectivement mineure. Elle n'a donc pas le permis de conduire et ne portait pas la ceinture de sécurité. On est parti acheter, monsieur, on n'a rien fait de mal. Eh si, mademoiselle, vous conduisez sans permis, c'est quelque chose de mal, ça, déjà. Ouais, mais c'est la première fois que je la prends. Regardez, tellement j'ai Elle pas aurait de- emprunté la voiture de sa sœur pour aller acheter du soda à l'alimentation de nuit du quartier. Pardon? C'est pas la première fois, Si, non. si, c'est la première fois. Non, je vous jure, je vais pas vous mentir quand même. Présentez-moi les papiers du véhicule, quand même. Ah, ma soeur, elle les a. Et vous avez pas une pièce d'identité? Et j'ai même pas mon sac, mais tapez, vous allez trouver mon identité. Je vois que le 6, il est modifié devant et il est modifié derrière, curieusement. Souvent, il modifie un peu la plaque pour pas que ce soit pris dans les radars automatisés. Plaque modifiée, pas de permis, pas de ceinture, pas d'assurance non plus. Et dans la voiture, les policiers retrouvent un morceau de hashish. Quelle famille! Qu'est-ce qu'il y a? La sœur, elle prête la voiture, la cousine, elle donne du shit. Dans le sac de la passagère, mineure elle aussi, les policiers trouvent un cutter. Un outil de bricolage que la jeune fille voit plutôt comme une arme d'autodéfense. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez vous défendre? Ben, c'est un fou, quoi, que je me défends. On sait jamais. Ça veut dire que si un fou, il a un couteau, il me plante et moi, je me défends pas. Avec tous les fous qu'il y a à Marseille, vous, la police, vous êtes jamais là quand il se passe des trucs de fous. Vous êtes là, je sais pas. On n'est jamais là quand il faut, mais Non, par vous contre, êtes là, mais par tout contre, un quand mauvais vous roulez moment. sans permis, on est là. Ah, C'est quand con, on vous arrête alors que vous conduisez sans permis, on n'est pas là au bon moment. Jusqu'au moment où vous aurez quelqu'un de votre famille, un enfant, un grand-parent qui se fait renverser par quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis. Là, vous allez dire que fait la police? Comment se fait-il que la police elle laisse des gens sans permis conduire, n'importe comment? Ouais, quand il y a des accidents sur la route, qu'il y a des gens, ils arrivent à baliser qui des gens, vous n'êtes pas là, les gens ils meurent quand même. Alors, on est là tout le temps. On arrête tout le temps. Ouais, quand le mec il est mort, quand c'est fini. Bon, allez, on arrête de Ah, mais c'est discuter. une blague, On je y me va? tape ma tête. La voiture est immobilisée. La conductrice est emmenée en garde à vue. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. C'est une petite de 17 ans qui n'a pas le permis. La sœur de la jeune fille arrive. Elle non plus ne semble pas impressionnée par l'uniforme. Voilà, donc je vois pas pourquoi vous me racontez cette histoire qui est totalement Non, mais je m'en fous, mais moi, ma voiture, j'en ai besoin, je travaille avec. Ma voiture, normalement, elle a tous les papiers, elle a carte grise. L'assurance, je vais me débrouiller avec eux. Demain matin, elle va être assurée, monsieur. Parce que mais c'est demain pas matin, normal qu'ils vous m'ont allez- donné l'assurance. Mais pour l'instant, J'ai elle tous les est papiers pas à la maison. vous allez la chercher. Oui, je vais vous avec donner l'assurance l'assurance. jusqu'à maintenant et l'assurance d'après. Au moins, vous direz pas que je suis menteuse. Et donc, moi, Pour éviter d'envenimer ce genre de situation, la commissaire alterne entre écoute et fermeté. Non, la clé, si c'est moi qui l'ai, la clé, c'est pas vous qui décidez, madame. À Marseille, Pas du tout. c'est nous la qui l'avons commissaire dit. doit pratiquer quotidiennement cet art de la désescalade verbale. Bonsoir. Mais certaines situations sont plus difficiles à gérer que d'autres. Notamment quand les personnes sont fortement alcoolisées. Arrêtez la musique. Arrête la musique, là. Arrêtez la musique, madame. Une pièce d'identité. Vive la France. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà. On va refaire dans l'autre sens. Piècesidentité.com. Une pièce d'identité, madame. On est en train d'écouter du Gilbert Montagnier, d'un coup, voilà, on est good vibe et tout, et d'un coup, il y a la police. On n'a rien fait de mal. Vraiment, quoi. Pourquoi? Finalement, ils faisaient pas grand-chose, ils étaient assis à une table. Ils entendaient écouter de la musique, il est quand même 3 h du matin, et c'est sous les fenêtres des gens qui ne peuvent plus même pas repartir travailler le matin parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. On est aussi là pour préserver la tranquillité des personnes. Depuis le déconfinement, cette place d'un quartier branché de Marseille est devenue le repère des couche-tard. Putain! Eh bien, qu'ils dorment! Et moi, je suis debout!
Les riverains de cette place ont monté un collectif contre les nuisances sonores. Vous pouvez quitter les lieux, s'il vous plaît. Pardon. Vous allez recevoir votre verbalisation à la maison. Vous pouvez quitter les lieux. Pour tapage nocturne et ivresse sur la voie publique, les fêtards devront s'acquitter de 2 amendes de 135 € chacune. Pardon, madame, vous avez dit tapage nocturne. Vous êtes en infraction. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Vous êtes... consommer, je ne vais pas oui, consommer. Oui. Vous êtes complètement. Venez boire, prouvez-le. Vous êtes. Vous m'avez vu boire? Est-ce que vous m'avez vu boire? Vous avez menti. Vous êtes complètement ivre. Vous avez menti. L'homme ne décolère pas et se montre de plus en plus menaçant. Laurent, vous avez une GoPro? Il est finalement emmené en garde à vue pour éviter les dérapages des policiers qui pourraient perdre leur sang-froid ou prévenir les accusations de bavure. Désormais, toutes les interventions délicates sont filmées. « 5h30 du matin, la commissaire rentre au poste. Comment ça va? Elle y restera 1h30 de plus. Mais vous êtes bien matinale. Le temps de taper ses rapports d'intervention et de passer le relais à ses collègues. Bonne route alors. Ciao. Béatrice Fontaine ne reviendra au commissariat qu'au coucher du soleil, à 19h. Derrière les lumières du Vieux-Port, Marseille est la grande ville la plus pauvre de France. La commissaire y est régulièrement confrontée au drame de la précarité. Un enfant de 15 ans a été transporté, donc son fils, à la Timone. Et l'incendie maîtrisé à 18h41. Une dame vient de mourir dans l'incendie de son appartement. On revient sur place, ça va. La commissaire C'est bon, on a tout? doit comprendre s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Elle est morte à cause des flammes ou de la fumée? Intoxication. La porte était fermée quand vous rentrez? La porte était fermée, oui. L'appartement, c'est lequel? Au 2e étage. Ah, mais comment ça s'est qu'elle est là? Elle est descendue, d'accord, complètement jusqu'ici. La cage d'escalier ici aussi. Pour tenter de réanimer cette dame de 34 ans d'origine comorienne, les pompiers l'ont descendue au rez-de-chaussée. Mais ils n'ont rien pu faire. Ah oui, ça n'a pas vraiment brûlé, ça s'est consumé, quoi. Ouais. À l'étage, la commissaire découvre les lieux du drame. Un appartement de 70 mètres carrés, insalubre, infesté d'araignées et de cafards. Je vois qu'il n'y a pas de détecteur de fumée déjà. Il ne semble pas. Ça, par contre, il faut le noter qu'il n'y a pas de détecteur de fumée parce que le propriétaire est obligé d'installer un détecteur de fumée. Les fumées se seraient propagées depuis la cuisine. Plus précisément, depuis ce réchaud artisanal. La bouteille de gaz alimentait le système. Et ensuite, ça devait y avoir de l'eau à l'intérieur qui devait chauffer. Alors, il est possible qu'il n'y ait plus d'eau et qu'à ce moment-là, le système de plastique là, qui était autour ait dégagé de la fumée. Il faut que je vois. Ça a l'air d'être ça. Le frère de la victime, prévenu de l'incendie par un voisin, est arrivé sur place avant les pompiers. Auprès de lui, la commissaire veut confirmer son hypothèse. Il y avait la fumée partout et c'était le gaz. Il y avait du plastique tout autour de la marmite, là, c'est normal? Oui. Oui. Pour la, quoi dire, la vapeur. Oui, ça part par bain-marie, c'est ça? Voilà, c'est un démarré. D'accord, et le plastique, voilà. Donc c'est vous qui, quand vous rentrez, vous coupez il n'y a plus de flamme, on est d'accord? Il n'y a pas de flamme? Il n'y a pas de flamme, mais il y avait la fumée et l'odeur. Et c'est vous qui coupez la Tout à bouteille fait. de gaz? Voilà. Par contre, cette espèce de thermostat qui rentre dans le corps après de chauffe, là, il est immobile, hein, c'est-à-dire qu'il est mal serré. Voilà, donc une fuite pour venir d'ici, par exemple, entre autres de gaz. Et le gaz et la pâte. Quand l'homme est entré dans l'appartement, Le petit, il était dedans. son neveu dormait dans la chambre, porte fermée. Il était encore conscient. Voilà. Je l'ai amené direct en bas. Je laisse à penser que c'est accidentel, mais souvent les incendies comme ça avec un L'appartement sera placé sous scellé en attendant la fin de l'enquête. La commissaire doit maintenant s'assurer que l'adolescent qui vivait seul avec sa maman sera bien pris en charge par la famille.
J'ai discuté avec l'oncle, il me dit qu'il n'y avait pas de souci pour reprendre. Ils sont plusieurs frères et sœurs ici, hein, donc ils pourront prendre le minot à la sortie de l'hôpital sans souci. Bon. Moi, une fois que j'ai Et le père, par contre, il n'a pas les coordonnées Ah non, du le père. père, ils sont mauvais en mauvais terme. Donc ils savent même pas où il est. Ah oui. En plus des urgences et des flagrants délits, depuis quelques mois, une nouvelle activité donne un surplus de travail à Béatrice Fontaine. Le ministère de l'Intérieur lui impose de réaliser chaque soir des contrôles inopinés de passe sanitaire dans les restaurants et les bars. Bonsoir. En termes de vaccination, la cité phocéenne fait figure de mauvais élève. Votre passe sanitaire? Vous n'avez pas de passe, hein? Vous n'avez pas de passe sanitaire non plus? Dans cet arrondissement du nord de la ville, moins de 50% des habitants seraient vaccinés. La moyenne nationale est à plus de 80%. Mettez-le en grand. Pas de vaccin non plus pour cet homme qui ne porte pas de masque. Il a bien fait un test Covid, mais il n'est plus valable. C'est 72 heures, non? Normalement, c'est 24 heures. Hein. Celui-ci a un pass sanitaire, mais pas de pièce d'identité pour confirmer que c'est bien le sien. J'ai vraiment pas aucun document d'identité. Et vous pouvez pas vous en faire envoyer sur le téléphone? Oui, ben voilà, ma femme à la maison. Là, 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 là. De suite. Voilà, mais ça va pas lui faire plaisir que je vais lui dire que... que oui. Je suis au commissariat, regardez les messages qu'elle m'a envoyés, j'ai pas répondu en plus. Et là, je me lui dis, elle va me défoncer. S'il te plaît, Malgré la tchatche marseillaise, la commissaire est intransigeante. En France, plus de 200 000 faux passes sanitaires seraient en circulation. La carte grise, ça sans va, rien? dans 5 minutes, je regarde ça, je rentre demain le travail. Eh ben, 5 minutes. Je vais massacrer la soirée. En 5 minutes, je vais rentrer ici, bombarder, on bombarder. Mais alors, vous savez quoi? Rentrer sonner à la maison. Vous savez quoi? Il fallait y penser avant. Sans pouvoir justifier de son identité, l'homme sera verbalisé, 135 €. J'ai le ballon d'or, madame. Il y a le ballon d'or? Bah alors... Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Vous contrôlez bien les passes sanitaires? Pour le gérant du bar, qui a laissé entrer des clients sans passe sanitaire, l'amende sera bien plus salée. Madame, il y en a qui rentrent, qui sortent. J'en contrôle quelques-uns, mais des fois, j'arrive pas à contrôler. J'ai plus l'âge de me battre. La vérité, c'est fini, tout ça. Alors, je fais la réflexion, il ne veut pas en entendre. Comment vous les comptez? Montrez-moi comment vous les contrôlez, les passes. Avec le téléphone. Alors, montrez-moi. Je scanne comme ça. Et j'arrive pas. Monsieur, vous risquez pas de contrôler aucun passe sanitaire? Vous n'avez pas la bonne application? Non, mais ça veut dire que vous contrôlez jamais personne. Ça m'arrive de contrôler. Mais comment vous les contrôlez? Vous savez pas comment ça marche? Ah oui, mais il me l'avait montré. Vous allez me sanctionner sur quoi, là? Le non-respect de l'interdiction de fumer dans un ERP et l'absence de contrôle des passes sanitaires. C'est moi qui va payer tout ça. Ah ben oui, puisque vous l'avez pas contrôlé, c'est pas quelqu'un d'autre qui devait le contrôler. Eh oui. Pour la première fois, regardez-moi. Vous l'avez? Le gérant écope d'une amende de 1 500 € et d'une mise en demeure. Il risque une fermeture administrative de 15 jours. Si on revient... Mettez-vous en règle, sérieusement, voilà. mettez-vous en règle, sinon ça peut mettre en péril votre établissement. C'est rare maintenant, parce que c'est vraiment rentré dans les habitudes, c'est encore rare d'avoir un établissement qui ne contrôle pas comme ça. Donc voilà, la prochaine fois on va revenir. Vous verrez que ce sera tout nickel. Eh bien nickel, c'est le but. Ça, je vous dis franchement. C'est le but. Une fois, mais pas deux. Je vous dis la vérité. C'est le but. Non, mais franchement, je vous le dis. Bon. C'est moi-même qui vous le dis. Parfait. Bon, Tristan, je vais arriver entière. Ne pas, madame, je suis prudent. De toute façon, si vous allez trop vite, je vous supprime le giron. Pour cette commissaire, Punition. il y a des interventions qui touchent plus particulièrement. Alors que les contrôles de passe sanitaire s'enchaînent à la sortie des bars, une jeune femme en pleurs se présente aux policiers. Là? Ouais. C'est pas possible. Ça s'est passé où? Apparemment là. Il est comment, physiquement? Il a des lunettes, un peu de soleil, ronde. Grand, petit. Il est 1m78, je dirais. Elle dit avoir été frappée par son conjoint. Il m'a déjà frappé une fois ou deux et là c'est la première fois qu'il fait autant. Mais vous êtes bien ouvert là. Bien ouvert quand même, non? Faites voir. Je suis pas médecin, mais... Ça saigne encore ou ça? Bon, bah, c'est un peu... Vous en avez plein les mains?
Oh là 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 là, il n'y a que là, enfin il n'y a que là, c'est déjà pas mal. Hein. Le front, il m'a fait mal au front. Ah mais oui, mon Dieu, vous êtes ouvert au niveau du front avec une belle bosse. Venez, on va se mettre au chaud, on va discuter calmement, tranquille. Pendant que la commissaire prend en charge la victime, une équipe de policiers part tout de suite à la recherche du conjoint. Selon la jeune femme, il serait en train de rentrer chez lui, à pied. Alors, dites-moi, vous étiez où avec lui? En fait, j'ai rejoint en boîte et en fait, il a trop bu. Ouais. Il a perdu son ticket de vestiaire. Ouais. Donc, il n'a pas sa sacoche avec ses clés. Et il a commencé à dire de toute façon, t'es qu'une grosse pute et machin. Bon, bref, il m'a insulté tous les noms. Ouais. Et c'est très romantique, hein? Non, mais j'avoue, je sais même plus comment ça en est venu comme ça. Il m'a frappé, il m'a mis des baffes dans la tête. Mais même là, j'ai peur qu'il me voit, en fait. Je sais même pas où il est. Mais il va se venger. Il va se venger de quoi? C'est lui qui doit avoir peur, je crois, Voilà, honnêtement. Il faut changer la peur de camp. Non, non, c'est pas possible. Vous avez encore envie de voir un mec qui est violent comme ça? Oui, Vous avez vu dans quel état il vous a mis? Quand il est agent, tout va bien, en fait. C'est ça qui est triste. C'est souvent le cas. Bah oui, mais je suis amoureuse. Là, il faut que vous gonfliez le torse, c'est vous la victime. C'est lui l'auteur, c'est lui qui commet une infraction pénale. C'est un délit, c'est punissable de prison. Vous dites que vous l'aimez, est-ce que lui, il vous aime? Pour vous faire ça, honnêtement. Est-ce qu'on fait ça à les personnes qu'on aime? Non. Vous avez 2 hommes à côté de vous. Moi, j'ai été mariée, j'ai des enfants garçons, j'ai mis Ma pute, t'es ma pute, voilà ce qu'il me dit. La pute, maman m'a dit ça. Oh Vous savez, la base dans un couple, c'est le respect. Hein. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Il y a juste un qui va soumettre l'autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous soumettre, petit à petit. À tout de suite. Pour s'assurer que la victime porte plainte, Béatrice Fontaine l'accompagne jusqu'au commissariat. 82% des femmes victimes de violences conjugales se rétractent. Quelques minutes plus tard, dans les rues du centre-ville de Marseille, le signalement du conjoint violent est diffusé à la radio des policiers. Il mesure 1m78, vêtu d'un sneak blanc. Et au même moment, sur le trottoir de gauche, les policiers, équipés de notre caméra portative, le repèrent. Vous retournez? Tournez-vous s'il vous plaît. Vous avez quelque chose en jeu sur vous? Non. Mettez vos mains là. Qu'est-ce que vous avez? Je suis gentil. Voilà, mettez une main dans le dos. L'homme est fortement alcoolisé. Il se passe quoi là? Je vais vous expliquer, monsieur. Ouais, bien joué. Mettez la deuxième main. Il n'y a pas eu un souci avec votre petite amie? Non. Non, du tout? Les lunettes. J'ai rien fait de mal, monsieur. D'accord. Et il se passe quoi là? J'ai pas compris. Votre suite, il est ensanglanté, monsieur. Monsieur, pourquoi il y a du sang sur votre suite? Je prends personne, monsieur. Allez. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? On va vous expliquer, on va faire des vérifs au commissariat. On va faire des vérifs au commissariat, monsieur. Après vérification, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Avant même d'être placé en garde à vue, il nie les faits. Chef, jamais touché une femme. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, chef. Monsieur, je veux bien. Si je suis violent avec ma femme, je veux bien. Ou alors que je suis un bâtard avec ma femme, je veux bien. Mais monsieur, c'est ridicule dans le sens où je suis le premier à protéger ma femme. C'est ridicule, frère. Pour aller voir le médecin légiste. La victime arrive elle aussi au commissariat, terrorisée à l'idée de le croiser. Et puis après, lui, il va s'expliquer. Hein, il est là? Il est par là, mais vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il ne faut pas y être. On va voir un peu calmement, de toute façon, on passe par un autre biais. Venez là, venez. On va passer par là. Allez, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de détruire sa vie non plus. Mais je ne détruis pas sa vie. Oui, bah c'est sûr, il est très gentil. Hein. Enfin, je le vois là vraiment sensationnel. Hein. Vraiment une gentillesse, d'un romantisme et de la gentillesse assez rare quand même. Hein. Vu dans quel état vous êtes, la question n'est pas de détruire sa vie. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a fait. Mais le but, c'est ce qu'ils s'en rendent compte. Par expérience, la commissaire sait à quel point les violences conjugales peuvent isoler les victimes. Vous avez votre mère. Ouais, mais une maman, ça peut tout entendre. Une sœur aussi, vous pouvez la raconter ce qui s'est. Pourquoi? Parce que vous avez honte? C'est pas à vous d'avoir honte. Hein.
Non, mais oui, j'ai honte parce que ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec un mec comme ça, je peux pas assumer ça, en fait, je peux pas. Finalement, la jeune femme décide de porter plainte. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher la victime. Il sera jugé ultérieurement devant le tribunal correctionnel. La commissaire, elle, enchaînera une 3e nuit de travail avant 3 jours de repos. Eh ben, V, en plein milieu, ben voilà, en plein milieu. Alors là, c'est champion du monde. Apparemment, des déchets professionnels de garagistes encore, hein, encore et toujours. Élu à la métropole d'Aix-Marseille, Jean-Yves Sayag incroyable. Connaît très bien cette rue. Ils ont fait ça c'est béné ça, c'est moins de 2 minutes, montre à main. C'est-à-dire, ils font comment? Ben, ils arrivent avec le camion, ils se mettent là, il n'y a personne, hein, c'est entre midi et 2, on mange, bzzz, ils baignent et ils partent tout en baignant et au fur et à mesure, la benne se remet en place, il fait le tour et il part. Depuis 2 ans, il est responsable de la lutte contre les décharges sauvages. Un fléau qui défigure ce quartier. On voit les ingrédients de peinture. Donc, oui. Et toute la cité phocéenne. Avec son ami Gérard Vaiana, un retraité engagé pour l'environnement, ils font quotidiennement la chasse aux pollueurs. En fait, c'est une voiture qu'ils ont démontée, ça. 3008. Parmi l'amas de pièces détachées, de l'huile de vidange qui se répand sur le sol. C'est des barbares. Et je pèse mes mots. C'est une carrosserie, hein, je vous le dis de suite. Parce que ça, c'est le papier pour coller autour des voitures, pour pas faire des tas. Et là, vous le voyez, donc le véhicule a été repeint en blanc. C'est un truc de fou. On vous sent très énervé, là. Ah ben oui, très énervé, parce qu'encore, c'est qui? C'est les pigeons de Marseille qui vont payer pour eux. Voilà, donc ça, c'est le contribuable qui va payer. C'est pas normal, c'est à eux de traiter leurs déchets. Ils sont pas contents, qu'ils se cassent, direct, qu'ils changent de métier. Il y a des règles, personne ne les respecte, les règles. Parfois, ils surprennent les pollueurs en flagrant délit. Comme cet artisan qui évacue un canapé pour sa cliente. Bonjour, vous voulez un coup de main peut-être? Ouais. Vous remettez ça dedans, s'il vous plaît? C'est pour une fois qu'on vient. Une fois, monsieur, c'est une fois de trop. Vérifiez. C'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. C'est pour rendre service à une cliente. C'est une mamie, elle me dit, monsieur, voilà, je vais recevoir un nouveau canapé. Je dis, madame, il n'y a pas de souci, on vous l'enlève. Eh bien, remettez-le. Allez, c'est gentil. Mais vraiment, monsieur, vraiment. Ce que je veux, pour la nature, pour l'environnement, vous avez des enfants, monsieur. Vous avez des enfants, monsieur? Oui. Voilà, pensez à eux, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment... Vous allez à la déchetterie de la Capelette. Éviter de payer pour le traitement de ces déchets. Merci beaucoup et désolé encore. De rien. Un travers pris par de nombreux garagistes et artisans du BTP. Un coup de main? On peut t'aider à le faire? On va t'aider à le faire? Hein? Si vous voulez en plus, tu reprends tes sacs. C'est quoi le jeu là en fait? Tout le monde le fait? Tout le monde le fait alors? 3 sacs? 3 sacs? C'est qui va les lever les sacs? C'est tous les jours. C'est toi qui vas les lever les sacs? Tu es un professionnel, tu vas les jeter au centre de tri. Pour les professionnels, au centre de tri, c'est de 50 à 180 € la tonne en fonction de la nature des rebuts. Le coût du recyclage. Il y a des règles. Non, mais je sais qu'il y a des règles. Putain, ça me... Incroyable. En pleine journée, devant tout le monde et tout. Ça veut dire que tu as l'habitude de le faire. Hein? Non, j'ai pas l'habitude de le faire. Oui. L'artisan tente de se justifier. La veille, il aurait fait l'aller-retour à la déchetterie pour y déposer 30 sacs de gravats. Cela lui aurait coûté 200 €. Je suis allé, je me suis ouvert le cul. J'ai pris 400 € pour le chantier. Oui, mais alors, pardon, je vais répondre clair. C'est-à-dire qu'à ta cliente, tu as l'obligation de lui facturer. C'est-à-dire qu'à ta cliente, quand tu as fait près 400, tu dis il y a 400. Par contre, il y a 40 sacs, je ne sais pas ce que c'est, ça va coûter 200 €. Tu prends ces 200 € à elle et tu vas payer le centre de tri. Tu as toujours gagné 400. Je le conçois. J'aurais peut-être perdu le chantier. Et voilà, j'aurais perdu le chantier pour quelqu'un qui aurait fait la même chose. Mais c'est une réalité.
Et c'est comme ça pour tous les entrepreneurs de mon âge, parce que je suis pas le seul en multiservice. Je connais des maçons, et quand on peut s'éviter d'aller 1 heure de temps qui peut nous permettre d'aller faire un dépannage de plus pour gratter 50 € de plus, qui va remplir le caddie à la fin du mois, c'est aussi ça la différence. Un tel dépôt sauvage est passible de 1 500 € d'amende et d'une saisie du véhicule. Mais Jean-Yves n'a pas de pouvoir de police et ne peut que mettre la pression sur l'artisan pour qu'il recycle ses déchets. L'élu se réserve le droit de déposer plainte, car ces pratiques coûtent cher à la collectivité. Chaque année, la métropole dépense 1,6 million d'euros pour nettoyer les dépôts sauvages. Dans la ville, des dizaines de points noirs comme celui-ci. Le combat est sans fin. À quelques kilomètres de Marseille, l'une des plus grandes décharges illégales de France. 50 hectares. Sur le plateau de l'Arbois, classé réserve naturelle, il y avait autrefois de la garrigue. Mais pendant 8 ans, artisans, garagistes, professionnels du BTP y ont déversé 200 000 mètres cubes de détritus, clandestinement. Tous les amoureux de l'environnement, bien le bonjour. Gis pour vous accompagner, toujours en direct de l'Arbois, Aix-en-Provence. Regardez comme c'est magnifique tout autour. Voilà, dès qu'on pose les yeux ici, on revient à la guerre. Il y a 2 ans, les autorités ont bloqué les routes d'accès et récemment nettoyé une parcelle de 5000 mètres carrés. Insuffisant pour Jean-Yves, qui dénonce régulièrement cette situation sur les réseaux sociaux. Il est suivi par 10 000 internautes. Vous voyez là, jusqu'au bout, c'est des déchets. C'est incroyable. Les voitures de partout, des bateaux, des pneus, du gravat, vous en voulez. Là, c'est sur une hauteur de à peu près 4-5 mètres. Il y a déjà des commentaires. 59 partages. C'est quoi l'intérêt de tout ça? Le brouage de crâne. Voilà, donc moi je suis toujours le lanceur d'alerte, donc jamais je ne cesserai parce que j'arrêterai uniquement quand ça sera nettoyé. Son combat pour l'environnement a commencé en 2017, bien avant d'être élu à la métropole. À Marseille, Jean-Yves est propriétaire d'un snack. Mais tout autour, le parking est à l'époque un cimetière de voitures. Et je vais vous montrer ce qui se passe dans ma rue, parce qu'il y en a plein de cul. Hop là. Premier véhicule abandonné. Deuxième véhicule abandonné. Alors là, vous avez un joli Renault Master. Après plusieurs appels à la mairie pour faire enlever les épaves, il décide de poster sa colère sur Facebook. Bien sûr, signaler. Faites quelque chose, sans déconner, faites quelque chose. Il y en a marre de vivre dans cette merde. Voilà. Donc nettoyez, s'il vous plaît, nettoyez, levez-moi ces véhicules de merde. Voilà. À bon entendeur, salut. J'entends. Alors, je croyais que mon téléphone avait un problème. Je le prends, je l'éteins, je le rallume, rebelote. Et en fait, je m'apercevais que la vidéo était partagée des milliers de fois. 170 000 vues en 2 jours. La mairie dépêche finalement une équipe de nettoyage. J'ai dit, ah, ben ça fonctionne, on va continuer. Marseillaise, Marseillais, bien le bonjour. Gis pour vous accompagner encore et toujours. Le cimetière de la Stack. Jean-Yves Sayag se fait le porte-parole de la lutte anti-décharge sauvage à Marseille. Apparemment, ce sont des gens très très propres qui pensent à changer régulièrement leur baignoire. À tel point qu'il devient la cible des pollueurs. L'hiver dernier, son snack a été incendié. Il y a eu 1, 2, 3 départs de feu ici. Il y en a eu un 4e ici. Ici, donc, il y avait le conteneur à poubelle. Ils ont versé donc un accélérateur, donc de l'essence probablement, donc qui a allumé le store qui était ici. Et là, le feu est rentré par l'intérieur. Et ici, c'était noir, donc avec les fumées, donc 15 jours de nettoyage. Cet épisode n'a fait que renforcer la détermination de Jean-Yves à lutter contre le trafic des déchets. Car à Marseille, ses adversaires s'appuient sur des petites mains qui, dans l'ombre, font le sale boulot. Il va venir ici. Il va venir ici. Il voit la caméra, on est mort. Ouais, je baisse. Voilà.
C'est ce que nous allons comprendre en guettant les allées et venues de camionnettes que Jean-Yves et Gérard repèrent en un coup d'œil. Bonjour. C'est bon, mon ami. Besoin d'un coup de main? Ce véhicule Qu'est-ce que c'est ça? est immatriculé en Roumanie. Ça, les produits, ça, c'est toi, ça. Ça, Voilà. Le camion est plein de pare-chocs, de phares, des chaises, volets roulants. Où tu as pris ça? Garagiste? Oui. Mais combien il a payé? Non, mais payez pas. Si, il a payé. Combien il a payé? Non, pas payé. Gratuitement, tu fais ça? Oui. Ah ben, gratuitement, tu vas t'arranger avec la police. L'homme s'en défend, mais Gérard est convaincu qu'il travaille pour un commanditaire. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Sayag, la métropole. Je vous appelle, c'est une urgence là, nous on est à... Jean-Yves appelle la brigade de l'environnement, une unité de la police municipale créée il y a 1 an pour lutter contre les décharges sauvages. C'est un dépôt sur la route, donc le camion... Merci beaucoup, tenez-moi au courant. Entre-temps, le jeune homme a prévenu son père qui arrive sur les lieux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, votre fils, c'est votre fils? Oui, c'est ça. Alors il vient, il jette tout. Ça va, c'est pas grave, on va le Non, faire. non, si c'est grave. Ça, attends, je vais expliquer. Lui, il travaille à Black. Il fait des débarrassements. Chez vous, chez moi, Oui, chez oui, le oui, monsieur, ça, etc. on le sait, ouais. C'est la première fois qu'il s'arrive ça. J'ai un carte de déchetterie, etc. Lui, il a fait presser un client qu'il a pressé avec par téléphone. D'accord, c'est tout. Alors, c'est un business. Alors, il y a le père qui est en contact avec tous les garagistes. Si c'est un business, avec tous les garagistes et tous les pollueurs, je veux dire. Et voilà, ils font faire le boulot par des jeunes, quoi. Voilà. À un moment donné, on est gentil avec eux, on leur dit rien, mais maintenant, c'est fini. On ne peut plus être gentil avec eux. C'est fini. Trop longtemps que ça dure. Ou c'est aux donneurs d'ordre? Alors, aux donneurs d'ordre, et à eux aussi, c'est pareil, parce que les donneurs d'ordre, nous, on les connaît pas. Enfin, on soupçonne qui c'est. Après, c'est les autorités à faire leur travail maintenant. Il faut siffler le coup d'arrêt. Le problème, c'est que ce jour-là, la brigade de l'environnement ne viendra pas. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Sayag. On n'a pas d'équipage disponible. Voilà, c'est grave quand même. Ouais, je sais pas, on crée une police exprès pour les attraper et tout, pas pour des guignols. Ouais, je sais, c'est pas... C'est grave. Incroyable. J'ai envie de pleurer, je vois Gérard aussi, il est dégoûté, donc on est obligé de leur dire bon, on ne vous voit plus, patin coup fait. Et c'est désolant, quoi. On en a marre, on n'en peut plus. Moi, j'ai plus envie de rester là. Je préfère aller m'occuper de ma maison. Voilà. Hein, donc là, que on de va... m'emmerder avec eux. C'est pas normal, on ne devrait Non, pas c'est pas le laisser normal. partir. En tant que citoyen, déjà. Oui, mais... On ne devrait pas le laisser partir. Tu peux pas tu n'as pas le droit. Il nous a mis dans le cul, c'est pas la peine, on s'en va. Hein. Combien sont-ils à travailler ainsi au service de professionnels peu scrupuleux? Difficile à dire. Mais un peu plus loin, sur un autre point noir, nous allons mieux comprendre comment le trafic de déchets s'organise. Enfin, c'est la Chambre des commerces donc, qui écrit. Sur ce terrain vague, Jean-Yves fait une découverte surprenante. Au milieu des gravats, un paquet de lettres destinées à plusieurs personnes qui portent toutes le même nom. Vous avez le nom, là, le prénom. Le même nom encore avec un autre prénom. Le même nom avec encore un autre prénom. Il y a une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et toutes à la même adresse, quoi. Oh, c'est grave quand même. Sur son téléphone, Jean-Yves découvre qu'il s'agit en fait d'auto-entrepreneurs qui se sont trahis en jetant ces courriers en même temps que les gravats. Alors, catégorie eau et gestion des déchets. Alors, celle-là, j'adore. Mais comment on peut donner une autorisation comme ça? De récupération des déchets triés. Triés, ouais. Pour Jean-Yves, des auto-entrepreneurs indélicats qui se font payer pour ramasser les déchets, mais ne les trient jamais et les jettent sur le domaine public. C'est du lourd, hein. À l'adresse indiquée. Voilà, il y a leur camion là. Voilà. Voilà, ils ont leur truc des camions. Voilà, 1, 2, 3 camions. Des camionnettes immatriculées en Roumanie. Nous accompagnons Jean-Yves et Gérard en caméra cachée. Bonjour. Devant cette maison, 2 hommes travaillent la ferraille. On va retrouver du courrier à vous. On veut savoir si... Il y a des gens de votre famille là-dedans ou... Oui, je connais tout le monde. C'est pas tous la famille, mais oui, je les connais. Donc, en fait, ma question elle est simple. Qu'est-ce que ce courrier faisait au milieu des gravats? J'ai aucune idée, mais moi je suis jamais ça. Moi j'ai plein de feuilles au contraire. Le mec de la poste, il les jette.
Oui, c'est peut-être le mec de la fosse. Ah ouais, ça c'est le mec de la fosse, il a pris. Ah, moi, on s'est embrouillé avec lui. Bon, Ok. monsieur. L'homme nie sa responsabilité dans un quelconque trafic de déchets, mais reconnaît que toutes ces auto-entreprises sont domiciliées ici. Eux, ils font du gravat. Ils ramassent, ils ramassent des gravats. Ils font tout, ouais. Là-bas, sur le spot, ils font tout. Et c'est payé combien le ramassage de gravats? Non. Il y a un moyen de les joindre Je crois pas, non. Parce qu'ils sont, quand ils sont en France, quand ils sont en Roumanie, quand ils sont en Allemagne, ils sont un partout. coup ils viennent, un coup ils partent. C'est ça, oui. Et ils ramassent des déchets partout. Oui. Leur tarif serait 3 à 4 fois moins cher qu'une entreprise qui respecte les règles du recyclage. Ah voilà, il faut que ça se calme. Hein? Allez, merci. Hein. À ce prix-là, personne n'est dupe. Les artisans et les garagistes savent nécessairement que leurs déchets ne franchiront jamais la barrière d'un centre de tri. À Marseille, toute une filière s'est structurée. Elle possède même désormais ses propres déchetteries clandestines en plein cœur de la cité phocéenne. À quelques pas du stade Vélodrome, jouxtant un camp de Rome, ce hangar de 5000 m² abandonné par l'armée depuis 2018. À l'intérieur, des milliers de tonnes de déchets, déversés ici à l'abri des regards. Aucun risque de se faire repérer. Cette décharge clandestine, Gérard l'a découverte en décembre dernier. Bon, quand je vois des camions suspects chargés des tonnages infernal dessus, quoi, je m'interpelle un peu. Donc je les ai suivis, ils m'ont mené sur ce dépôt. Et donc j'ai vu leur manège et je suis resté scotché quand j'ai vu autant de déchets. Donc je laissais faire, je suis revenu plusieurs fois dans l'hiver. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que j'interpelle les réseaux et compagnie, les autorités, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, surtout quand j'ai vu que la toiture était en amiante. Et vous verrez bien qu'il y a une isolation aussi, très inflammable. S'il y a un feu là-dedans et ça part, je veux dire, ça ne s'arrête plus, quoi. Ça serait dramatique pour la population autour. Donc moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Depuis, une enquête a été ouverte. Selon Gérard, ce sont les membres de la communauté installés juste à côté qui tiendraient le site. Ils arrivent. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis la métropole, c'est mon terrain ici. Vous avez un légitimation sur Ouais. quelque chose? Je vais venir. Vous avez déjà agressé. Papa, je parle avec la police. Alors bonjour. Passe-moi le jeu, Vous pouvez parler, en fait. Voilà. Mais ça va, on va voir. Il n'y a personne au téléphone. Non, qui... Alors passe-moi le. Voilà. Passe. Écoute, donc il n'y a personne, c'est un mythomane. Sergio se présente comme le fils du chef du camp. Et c'est ton père qui est un peu virulent. Non, il est pensé que vous arrivez pour jeter quelque chose. Non, on va pas jeter. Non, on jette rien, on vous laisse faire. Hein. La communauté serait soupçonnée par les enquêteurs d'avoir monnayé l'entrée des camions. Pour entrer, il y a le portail déjà. Vous voyez, c'est un très grand portail qui est fermé, juste un passage de voiture. Et là, c'est fermé aussi l'accès. Il est fermé par une chaîne, l'accès. Qui laisse rentrer du coup? Alors, c'est au bon vouloir d'eux, c'est eux les chefs. Voilà, donc c'est eux les chefs de gare. Hein. C'est pas moi le chef de gare. Vous voyez, donc on fait rentrer qui on veut. Voilà. Voilà le problème. Contre de l'argent. Ah ben bien sûr, bien sûr. Sergio, lui, conteste ces accusations. Mon père, quand il est arrivé, quelqu'un pour jeter, il dit non, arrête, vas-y. Les personnes qui l'arrivaient là, il dit hey, c'est pas vous ça, pourquoi vous faites comme ça? Allez, bon courage, à bientôt. Aujourd'hui, ce hangar a été repris en main par la métropole, qui va devoir payer la dépollution. Facture estimée 200 000 €. Parmi les gravats, Jean-Yves et Gérard vont faire une trouvaille. Regardez. Des trucs avec le drapeau français, c'est des trucs de l'État. On trouve des trucs vraiment... Voilà. Ça, c'est l'ARS. C'est du médical, l'ARS.
Moi, j'ai trouvé une fois des trucs, des archives de la police même. Pas là, hein, dans des endroits. C'est un truc de fou. Médecins du monde, regarde, tu en as. Voilà. Rapport moral. Ouais. Ce qui ne devrait pas être là. On est d'accord. On va avec ces documents. Plusieurs mètres cubes de matériel au nom de l'ONG qui vient en aide aux plus démunis. Des cartons entiers de prospectus. Il y a des tasses, des verres, des autocollants. Et en fait, c'est un kit pour faire plaisir. Il doit avoir le pins ou le truc là, c'est quoi? Voilà. Et le petit badge médecin du monde. Comment ce matériel de médecin du monde s'est-il retrouvé ici? Nous sommes allés montrer les images à Jean-Baptiste Matret, l'un des cadres de l'ONG. Ah oui, effectivement, la décharge, c'est monstrueux. Ah ouais, ah oui, donc il y a des gravats, il y a des trucs de chantier. Ah, il y a vraiment un bordel. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez... Bah écoutez, j'allais dire de la surprise et de la colère. Surprise parce que on n'est absolument pas, j'allais dire, complice de ces malversations. Et colère parce que ça écorne notre image. On a eu Selon lui, c'est à l'occasion d'un déménagement en décembre dernier que l'ONG a fait appel à un auto-entrepreneur pour le débarrassage de 20 mètres cubes de matériel. La facture est alors au prix du marché, 1 300 €. Revalorisation de la ferraille et du mobilier en bon état, et il y a marqué également débarrassage complet des locaux, etc. Enfin, on ne peut pas être derrière le camion, le suivre, etc., demander des preuves, etc. Pour nous, la facture montrant qu'il y avait effectivement la revalorisation nous couvrait totalement. Et pour nous, c'était clair, net et précis, c'était réglé. Mais le client, organisation ou particulier, est légalement responsable de ces déchets. L'ONG aurait donc dû exiger auprès du prestataire un bon de recyclage émis par un centre de tri. À Marseille, il n'y a pas que ces filières de petits trafiquants de déchets qui profitent de ce gigantesque marché noir. Dans la campagne environnante, des propriétaires terriens ont également flairé le bon filon. Frédéric Imbert, agriculteur bio, en a fait l'amère expérience avec son voisin. C'est du pois chiche en bio. Malheureusement, on attend la pluie qui devrait arriver mardi. Sur cette zone classée naturelle, seule une activité agricole peut en théorie être autorisée. Donc voilà le site, ce qui était il y a encore quelques années un champ avec une forêt de pins. Ah, il y avait des pins là? Il y avait, faut imaginer ce site qu'avec des pins et un champ contrebas. Et c'est devenu en fait une décharge à ciel ouvert. En 2016, le propriétaire voisin de Frédéric a loué cette parcelle de 2 hectares à une entreprise qui en a fait une décharge illégale de débris de végétaux. On y trouve aussi du plastique et d'étranges bidons. Selon Frédéric, des produits toxiques utilisés en grande quantité pour accélérer la décomposition des déchets verts. Il y avait une très très forte odeur, une odeur mentholée, mais très qui prenait vraiment au nez, à la gorge. Et ces produits étaient souvent mis le soir à la tombée de la nuit, été comme hiver. Après 4 ans de bataille juridique et 2 procès, Frédéric a obtenu la fermeture de la décharge. Mais depuis quelques semaines, elle semble à nouveau active, avec cette fois des résidus du BTP. Je suis venu il y a 1 semaine avec mon père ici, et il y avait moitié moins de tas de terre. 7 jours après, on voit des déchets de travaux publics, du béton, des pierres qui viennent peut-être de chantiers d'Aix ou de Marseille. Pour moi, les vrais responsables sont les propriétaires. Nous, on est propriétaires terriens, on a pas mal d'hectares. Mais si on vient nous voir pour nous proposer de l'argent contre essayer de transformer nos champs en une décharge à ciel ouvert, on dit tout de suite non. C'est arrivé ? Mais 100 fois. Est-ce que c'est financièrement intéressant ? Il y a des compensations financières. Si c'est des déchets, on parle de 50 € par camion. Quand vous avez 300, 500 camions qui arrivent par mois et qui déversent des chantiers de toute la région sur votre terrain et qui les enfouissent,
forcément, ça peut être intéressant pour le propriétaire. En novembre dernier, un autre procès a fait grand bruit dans la région. 7 chefs d'entreprise du BTP ont été condamnés pour avoir enfoui des déchets sur 22 terrains agricoles. La tête du réseau a écopé de 2 ans de prison ferme. Coût estimé de la dépollution des champs, 6 millions d'euros.